Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Sébastien Saint-Pierre et bienvenue dans l'émission L'agriculture de demain de l'Institut Jean Garon. Aujourd'hui à l'animation, M. Simon Bégin ainsi que M. Guy Debailleul. Bonjour Sébastien. Oui, écoutez, aujourd'hui, on va se pencher sur une nouvelle forme d'occupation du territoire. Notre émission s'intitule Cohabitat et aménagement du territoire. Et nous avons le plaisir de recevoir, pour en parler avec nous, M. Jean Nollet. M. Jean Nollet, vous êtes un peu l'instigateur, l'inspirateur de ce projet de cohabitat situé à Neuville, en banlieue de Québec. Ça nous fait plaisir de vous accueillir à notre émission pour nous faire découvrir cette nouvelle forme d'occupation du territoire. Écoutez, en entrée de jeu, j'aimerais faire un parallèle, rappeler qu'actuellement, au moment où on se parle, nous enregistrons notre émission le 18 avril. Au moment où on se parle, il y a une commission parlementaire qui siège à l'Assemblée nationale pour étudier le projet de loi 16 modifiant la loi sur l'aménagement du territoire, justement. Une loi qui est modifiée en parallèle avec l'élaboration d'une nouvelle politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, dont on attend un grand virage nécessaire depuis longtemps au Québec dans la façon dont on aménage notre territoire. Écoutez, c'est connu depuis longtemps, il y a un consensus qui est bien établi que, bon, le modèle de la maison unifamiliale avec un garage double et une grande cour établie en première ou deuxième couronne d'une grande ville, ce modèle-là n'est plus tenable. Il y a des coûts énormes en termes d'environnement, de perte de territoire agricole ou de milieu naturel. En termes social aussi, ça crée beaucoup d'isolement. En termes écologiques, parce que le navettage nécessite vraiment des gaz à effet de serre. En termes économiques, parce qu'il faut de nouvelles routes, de nouvelles écoles, de nouveaux centres de loisirs, alors que les infrastructures en ville sont un peu délaissées. Alors, on sait tous que ce modèle-là n'est plus viable, mais comment y remédier? Une de ces façons nouvelles d'occuper le territoire, ben, c'est pas vraiment nouveau, dans le sens que ça fait depuis 60 ans que c'est pratiqué en Europe. Le Danemark a été pionnier dans ce domaine-là. Ailleurs, en Amérique du Nord, aux États-Unis, il y a plusieurs centaines de projets réalisés ou en cours. Ailleurs aussi, au Canada anglais. Mais au Québec, on va le voir, le cohabitat de Neuville, de ce dont on va parler, est seulement le deuxième projet du genre. Alors, il y a vraiment du chemin à faire, mais pour densifier, d'une part, nos villes, hein, c'est ça un peu l'enjeu. Vous luttez contre l'étalement urbain, il faut densifier, mais il faut aussi peut-être densifier nos villages, nos territoires agricoles. Alors, monsieur Nollet, bienvenue ici à notre émission. Peut-être nous présenter d'entrée de jeu un peu ce qu'est, en théorie, les grandes lignes de ce qu'est un cohabitat, de l'émergence de ce modèle-là en Europe et où on en est rendu actuellement en Amérique du Nord à ce niveau-là. D'abord, bonjour et merci de me recevoir. C'est un plaisir d'avoir l'occasion de discuter avec vous, de revoir par la même occasion Guy Debailleul, qui a été co-directeur de ma thèse de maîtrise il y a de ça maintenant quelques années. Et puis, j'en profite aussi pour remercier ma conjointe, tous les membres du Cohabitat qui participent au projet et qui font en sorte que c'est un succès annoncé, on peut dire. Alors, vous me demandiez c'était quoi un projet de cohabitat? Eh bien, je ne sais pas s'il y a une définition unique, mais je peux dire que dans notre cas, ce qui explique ce qu'est le projet, c'est en partie nos motivations. C'est que, quelque part, même si on est partie intégrante de la société dans laquelle on vit, on est critique de cette société qui est très axée sur la consommation, où tout le monde est très axé sur la propriété privée, où tout le monde possède sa petite affaire et partage pas finalement. Et on avait envie de créer un projet en milieu rural, pas loin de la ville, qui allait permettre à des ménages, de nombreuses familles, de cohabiter, comme le terme le dit, et de vivre quelque chose qui s'approche d'une communauté où on échange des biens, des services, où on collabore ensemble, où on a une vie communautaire riche, où on devient des amis par la force des choses et où on entreprend des projets ensemble. Donc, dans notre cas, à Cohabitat Neuville, on est motivé par nos valeurs écologiques, on est motivé par l'idée de tisser des liens profonds avec les gens qui nous entourent, avec l'idée de partager.
d'avoir un impact positif sur notre environnement. On pense à l'autosuffisance, à tendre, je devrais dire, vers une certaine autosuffisance alimentaire sans en faire un dogme. Et puis, et puis ça voulait dire pour nous de trouver un lieu où on pouvait bâtir plusieurs maisons près les unes des autres, partager une terre ensemble où on allait pouvoir cultiver et dans notre cas, produire du sirop d'érable parce qu'on a une érablière et où on allait pouvoir faire ça en collaboration les uns avec les autres en s'assurant de cultiver non seulement des patates et des carottes, mais des bonnes relations avec nos voisins et amis. Alors, écoutez, ça comme ça, il y aurait beaucoup à dire. Quand j'ai parlé du projet d'émission sur le cohabitat Neuville, une réaction que j'ai m'a dit « Ah, mais c'est une commune ». Alors, quelle différence, en tout cas, le genre de commune qu'on a pu connaître dans les années 70 avec le mouvement hippie et un cohabitat comme celui que vous avez à Neuville? Eh bien, j'ai pas personnellement connu les communes, mais il y a une connotation un peu hippie, amour libre, qui vient avec les communes, qui est pas présente, je vous dirais, au cohabitat. Et puis, on a comme particularité, je dirais, de proposer un mode hybride où il y a quand même une vie privée importante associée à un mode collectif où on partage beaucoup, qui est également très important. Donc, dans les faits, dans l'organisation du projet, ce qu'on a mis de l'avant, c'est l'idée que les membres du cohabitat sont des propriétaires d'une habitation et qu'ils partagent en commun de grands espaces en commun, un hangar, des outils, de la machinerie, la cabane à sucre. On a une maison ancestrale qui sert de salle commune, de maison commune où on réalise, où on a nos réunions, où on a une chambre pour des invités, une cuisine commune également. Mais ce sur quoi je mettrai l'accent pour différencier l'image que j'ai de ce que peuvent être les communes et ce qu'on est, nous, au cohabitat, c'est que chaque famille a sa maison. Par contre, très peu de terrain, de sorte que une famille peut pas se mettre une clôture, une haie, avoir sa propre piscine. Il n'y a pas d'espace pour ça. Donc, dès qu'on sort de la maison privée, l'espace est commun. Et puis, puis on est en mode syndicat de copropriété, donc en mode condo, si on veut, avec comme particularité que pour acheter un condo au cohabitat, il faut être membre de la coopérative qui gère le syndicat de copropriété. Donc, c'est un bel amalgame, je pense, entre le besoin d'avoir un espace privé et d'autre part, un besoin qui est de partager, d'avoir des relations significatives avec des proches et puis peut-être de proposer quelque chose de différent en termes justement de mode de vie, de consommation, même de transport, parce que on a comme souci de pas avoir un impact important du fait de nos déplacements et donc on partage des véhicules, on voyage ensemble, certains vont faire l'épicerie pour plusieurs personnes en même temps. Donc, on développe beaucoup ces aspects-là d'échange là où c'est possible. Sur 22. Oui, Guy, est-ce que vous voulez poursuivre avec... Oui, ben, effectivement, dans le prolongement, Simon, vous faisiez allusion au fait que cette approche, en fait, de la cohabitation datait déjà de plusieurs décennies en Europe. Jean, tu sais que quand tu étais étudiant, c'était déjà le cas. J'avais la responsabilité d'un cours d'histoire de la pensée économique et j'évoquais les socialistes utopiques du 19e siècle et notamment Charles Fourier, et sur la base de ce concept du phalanstère où les gens partageaient effectivement habitation. Il se trouve que j'étais en même temps, je suis originaire du nord de la France où a eu lieu l'implantation du premier phalanstère, c'est ce qu'on appelait le familistère vous voyez, Simon, dans le milieu des années 1800,
Et ce Familistère, il a fermé en 1968. Il est devenu maintenant un musée. Et l'idée était partie là, ça pouvait paraître un peu paternaliste, c'était un entrepreneur, mais qui lui-même était un ancien ouvrier, et qui a fondé une entreprise de poêles de cuisine, de poêles de chauffage, la marque Godin, qui existe d'ailleurs toujours, et qui a eu l'idée de se dire, je vais offrir à tous ceux qui travaillent avec moi la possibilité de vivre ensemble et de partager des espaces communs comme ça, avec des jardins tout autour. Et je me dis, et c'est ça qui me rend à la fois enthousiaste sur plusieurs points, je me dis, ces idées utopistes du 19e siècle, on les voit encore à l'œuvre avec des initiatives comme celle de Jean. Alors, je mentionnais que le modèle est quand même assez bien implanté dans des pays comme le Danemark, en progression, en implantation assez forte ailleurs en Amérique du Nord. Au Québec, on a 2 projets seulement, un à Québec et le vôtre. Et récemment, dans Le Devoir, il y avait justement ce qui nous a amené à vous inviter à notre émission, un article où on mentionnait que oui, malgré les difficultés, le concept progresse. Alors, peut-être pour revenir pouvez-vous nous expliquer un peu, vous avez choisi, vous l'avez mentionné tantôt, vous vouliez être en milieu rural plus. Pourquoi vous avez choisi Neuville, l'opportunité qui s'est présentée, tout simplement? En fait, ce projet-là, le résultat d'un long processus avec ma conjointe. D'ailleurs, je voudrais éviter qu'on parle de mon projet parce que c'est vraiment un projet commun avec Hélène. Et puis, c'est devenu un projet commun avec d'autres personnes maintenant. Faut dire qu'au départ, il y a quelques années, on a fait partie d'une initiative qui s'appelait Cohabitat Limoilou. Et puis, donc, on a réfléchi à la possibilité de mettre en œuvre un projet de cohabitat à Limoilou. On a vu de quoi il en retournait, à quoi ça pouvait ressembler, les enjeux auxquels on était confrontés. Et puis, je dois dire que ma conjointe qui était à la retraite souhaitait beaucoup être en monde rural, être dans la nature. Moi, je suis un amoureux de la nature également, mais pour des raisons environnementales, j'hésitais beaucoup à sortir de la ville. Parce que, dans mon travail au quotidien, je suis directeur général de la Coop Carbone, et puis les émissions de gaz à effet de serre associées au déplacement, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et donc, pour nous, c'était important de trouver le bon équilibre. Et donc, on s'était dit que si on était à 30 minutes de Québec, idéalement quelque chose comme 30 kilomètres ou à peu près, ça permettrait une bonne période de temps dans l'année pour moi de voyager en vélo électrique, par exemple, parce que c'est des distances qui sont possibles en vélo électrique. Et puis, ensuite de ça, on se disait que si on s'éloigne trop de la ville, on risque d'amplifier notre impact sur l'environnement, puisque dans notre cas, il y a plusieurs personnes qu'on voyait se joindre au groupe qui allaient travailler à Québec. Donc, il fallait quelque part trouver un juste équilibre de ce côté-là. Donc, on a vraiment cherché pendant une bonne année un lieu possible pour mettre en œuvre ce projet-là. Et puis, on est allé à l'île d'Orléans, on est allé sur la côte de Beaupré, on a même regardé du côté de la rive sud. Donc, on a fait beaucoup de visites de lieux potentiels avant, finalement, de tomber sur cette possibilité-là à Neuville. Et très franchement, si j'ajoute une petite touche ésotérique, ma blonde, qui était à un moment donné très malade, a fait un drôle de rêve au cours duquel elle a rêvé de Neuville, et ça l'a motivé beaucoup à regarder du côté de Neuville. Et puis, finalement, on a trouvé cette opportunité-là qu'on n'avait pas vu passer jusqu'à ce moment-là. Écoutez, on doit s'interrompre pour une brève pause, mais après ça, j'aimerais revenir avec Guy, peut-être, sur la philosophie qu'il y a derrière un cohabitat. Soyez
Soyez bien équipés pour mieux travailler avec le M7 de Kubota. La performance, le confort et la polyvalence de ce puissant tracteur se chargent de vos plus grosses tâches cette saison. Présentement, profitez d'options de financement avantageuses sur le M7. Consultez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails. Chez Belle-Île, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Belle-Île Solutions Nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur Ron et Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur Ron et Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encanhood.com. La vie agricole, ce n'est plus seulement un journal et ses 100 000 lecteurs. Découvrez aussi nos plateformes web sur www.lvatv.ca et écoutez nos podcasts dans 13 radios FM à travers le Québec et l'Ontario francophone. Une portée de plus de 1,5 million d'auditeurs. La vie agricole, par son émission La Quotidienne, se répand partout en région pour parler des vrais enjeux du Québec. Depuis 1992, Première Moisson est fière d'être à votre table avec les produits inspirés des méthodes traditionnelles françaises. Venez découvrir la grande sélection de pains frais du jour, confectionnés par des artisans boulangers et mettant en vedette les blés du Québec. Visitez premièremoisson.com ou rendez-vous à la boulangerie la plus près de chez vous. Alors, nous sommes de retour à l'agriculture de demain où aujourd'hui nous recevons M. Jean Nollet du Cohabitat Neuville, une nouvelle forme d'occupation du territoire. Alors Guy, je vous laisse avec M. Nollet peut-être pour parler de la philosophie qu'il y a derrière le concept de l'écohabitat, du cohabitat, c'est-à-dire. Oui, merci Simon. Oui, Jean. D'abord, j'avais envie de te demander, tu as parlé de collectif, de communauté. Mais en fait, c'est une communauté qui doit pratiquement préexister à la réalisation même de ce projet. On n'a rien à voir avec un promoteur qui prendrait une initiative et ensuite va proposer. Il faut déjà que cette communauté existe avant qu'elle se lance dans le projet, en quelque sorte. Comment ça se produit, ça? Oui, en fait, c'est particulier, puis effectivement, c'est ce qu'on avait à l'esprit au départ. Et puis, on a donc, avec un groupe d'amis, on avait réfléchi le projet. On était un peu les instigateurs avec Hélène du projet, mais on était un groupe d'amis avec qui on a visité des lieux et puis pour essayer de voir où pourrait s'implanter cette communauté-là. Et la vie est parfois curieuse, mais à mesure où on avançait puis qu'on précisait le projet et qu'on déterminait où est-ce qu'on finalement jusqu'au moment où on a déterminé le lieu du projet, ben les gens qui étaient nos amis qui étaient avec nous dans ce projet-là se sont désistés un à un, de sorte qu'à un moment donné, on s'est retrouvés, Hélène et moi, pratiquement seuls avec cette idée-là de projet. Et il a fallu qu'on prenne une décision, est-ce qu'on va de l'avant malgré tout, même si les autres ne sont plus là, et on a choisi d'aller de l'avant. Donc, on a acheté la propriété, Hélène et moi, seuls, et en se disant, en faisant confiance que en propageant l'idée de ce projet-là, avec les valeurs et la mission qu'on lui a collées, que ça allait faire en sorte que des gens allaient se joindre au fil du temps. Donc, on a fait le pari. Et puis, le pari a été payant. Il y a plein de belles personnes qui, prenant connaissance du projet, voyant le lieu, sont tombés en amour à la fois avec le concept, avec l'idée et avec le lieu, qui ont voulu se joindre à nous. Et là, tout dernièrement,
il y a 3 semaines, 2 nouveaux ménages se sont joints à nous, de sorte que maintenant, on est 12 ménages au cohabitat Neuville et on est complet. Mais on était parti avec cette idée-là d'une au moins une partie de la communauté qui serait préexistante. Puis finalement, la vie, les événements ont fait en sorte que si on voulait que le projet se réalise, il fallait pas compter uniquement sur les amis, il fallait compter sur le fait que d'autres personnes allaient devenir nos amis au fil du temps. Mais il faut quand même que les gens adhèrent à cette philosophie-là de partage, de décroissance. Est-ce qu'il y a comme une entrevue préalable? Est-ce qu'il y a comme une sélection qui doit être faite? Là, tout à fait. Parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui peuvent être intéressées à venir vivre dans un lieu paradisiaque a priori. Là. Donc, on a vraiment une démarche d'adhésion-intégration qu'on a adaptée de d'autres cohabitats et puis qu'on a instauré pour s'assurer autant que possible de recruter des membres qui fit avec le projet. Donc, dans les faits, ça a voulu dire d'abord des rencontres d'information au cours desquelles on informe au mieux les membres potentiels de ce que va être le projet. Et ensuite de ça, pour ceux qui étaient encore intéressés, ça a voulu dire de leur faire remplir ce qu'on a appelé, nous, un questionnaire qui portait sur les aspirations et contributions. Et ça, c'est revenu par les membres qui sont en place, qui, sur la base de ce qu'ils voient dans le questionnaire, rencontrent individuellement les aspirants pour déterminer s'il y a un fit finalement pour poursuivre dans une logique de membre provisoire. Et ensuite, après quelques mois de fréquentation, si on veut, on arrive à la conclusion que oui ou non, il y a réellement un fit pour devenir membre permanent. Donc, c'est quand même un projet ambitieux, c'est un projet de vie, à certains égards, c'est un petit mariage, si on veut, là, parce qu'on s'engage à vivre ensemble en communauté à 12 ménages pour le plus longtemps possible. Donc, on veut maximiser les chances que ça fonctionne. Donc, il y a effectivement une belle connexion entre les membres potentiels. Écoutez, quand tu parles effectivement de cette expérience, bon, si on met ça en parallèle avec la démarche de couples, par exemple, qui décident de s'acheter une maison, ils vont aller visiter les endroits qui les intéressent, ils vont apprécier la valeur, l'intérêt de la maison, le prix, etc. Ils vont prendre la décision. Ça n'a rien à voir avec l'énergie qu'il a fallu développer à la fois de ta part et de celle d'Hélène, mais aussi de tous les autres membres pour pouvoir construire ce projet. Il faut être prêt à investir énormément de temps et dans un projet comme celui-là, avant même qu'il voit le jour. Tu as tout à fait raison et très franchement, on avait clairement sous-estimé l'énergie qu'on allait devoir y mettre, mais c'est souvent le cas dans beaucoup de projets qu'on entreprend, on le sait après coup. Et puis, mais je peux dire que je dis souvent la blague, c'est comme avoir des enfants. Si on faisait une analyse bénéfice-coût avant, on ferait pas d'enfants. Ou alors, il faudrait mettre une grande valeur sur les intangibles pour pouvoir décider d'avoir des enfants. Alors, mais rares sont les personnes qui disent qu'ils ont eu des enfants et qui le regrettent. Donc, oui, ça a demandé beaucoup d'énergie, plus que ce qu'on aurait pensé. Mais en même temps, la plupart du temps, ça a été des beaux moments où on a appris, grandi, été en relation avec des personnes intéressantes qui nous ont permis de cheminer. Donc, il n'y a pas eu ça n'a pas été un calvaire pour arriver enfin au paradis. Ça a été des beaux moments qui nous ont conduit à quelque chose d'encore plus beau en cours de route. Écoutez, M. Nollet, quand on regarde un cohabitat qui s'implante en ville, on constate dans la littérature qu'un des obstacles, c'est la rareté et les coûts des terrains. Un cohabitat qui s'installe en milieu rural, il y a peut-être
pas cette problématique aussi grave, mais il y a des contraintes, entre autres la protection du territoire agricole. Le cohabitat de Neuville est implanté en zone agricole. Comment est-ce que vous avez pu contourner cette contrainte, si on peut appeler ça comme ça, d'implanter une dizaine de maisons individuelles en territoire agricole? Je comprends que c'est des résidences assez denses, pas de terrain privé, mais est-ce qu'il a fallu obtenir une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole? C'est une très bonne question et ça faisait partie de nos critères de recherche de lieu, hein, parce que on sait que ça peut être difficile d'obtenir la permission de construire et dans notre cas, il y avait déjà, en fait, la terre était déjà scindée. Il y avait une zone qu'on appelle, je crois, déstructurée, où c'était permis de construire des maisons, des habitations. Et ce qui était permis, au moment où on a acheté, c'était de construire 3 autres jumelés à proximité de la maison ancestrale qui était déjà présente sur les lieux. Donc, il y avait 3 autres lots qui pouvaient être créés pour construire des jumelés. Et nos réflexions nous ont amenés à penser que c'était peut-être pas assez, ça donnerait pas un assez grand nombre de ménages pour créer une communauté vivante. De sorte que on a monté un projet avec plan d'aménagement et architecture en annexe qu'on a présenté à la ville de Neuville qui a accueilli le projet très favorablement. Et puis, dans le but d'obtenir une dérogation qui allait nous permettre de construire 2 jumelés de plus au-delà des 3 qui étaient déjà permis. Et bon, il a quand même fallu passer par un long processus de consultation publique en période de COVID. Il y a eu, de mémoire, 3 consultations publiques sur le projet, en parallèle avec d'autres projets qu'il y avait à Neuville. Et puis, ensuite de ça, il a quand même fallu obtenir d'abord l'approbation, après la municipalité, il a fallu avoir l'approbation de la MRC qui a, de son côté, fait en sorte qu'on a pu obtenir l'approbation du côté de la Commission de protection du territoire agricole. Donc, c'était pas une grande je sais pas c'est quoi le terme qu'il faut utiliser quand on fait un changement de vocation. C'était pas un changement de vocation parce qu'il était déjà permis dans cette zone déstructurée-là. Écoutez, mais quand même, ça prenait l'accord de la CPTAQ dans le contexte. Vraiment, nos émissions sont trop courtes. Chaque sujet, on doit s'interrompre avant la fin. J'aurais aimé vous entendre parler du mode de gestion, la sociocratie. Ça m'intriguait beaucoup. Écoutez, en terminant, je dois juste citer un extrait des documents qui traitent de la nouvelle politique nationale d'aménagement du territoire. On dit qu'un des objectifs, c'est de créer des communautés dynamiques et authentiques, des milieux de vie attrayants et plus denses. Alors, de toute évidence, Cohabitat Neuville rencontre ces objectifs-là. Alors, félicitations pour le projet. Je pense que ça peut inspirer bien des gens. Et moi, je suis très heureux de constater que vous avez une réflexion pour mitiger l'effet d'étalement urbain, que vous avez une réflexion qui protège le territoire agricole. Alors, je pense que toutes les lumières sont au vert en ce qui me concerne pour le projet de Cohabitat. Une utopie à l'œuvre. Oui, bravo. Il faut la suivre. Merci. Ben, c'est bon d'entendre ça de mon ami et ex-professeur Guy Debailleul. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci. Et puis, si vous passez par Neuville, vous êtes les bienvenus. Si vous avez envie de visiter les lieux, on sera très heureux de vous accueillir. Merci.